Ben, écoute, je te laisse la parole. On aura 30 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses après. Donc je vous laisse entre les mains d'Aurélien. Merci Aurélien. Ça marche, merci. Eh bien, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je travaille en effet, je fais de la recherche sur la transition énergétique des transports. J'avais fait ma thèse sur le sujet fin 2020, donc je vais essayer de vous présenter certains éléments qui viennent de cette thèse ou d'éléments un peu plus vulgarisés aussi produits depuis. Il y aura un petit peu de parties, une première partie assez générale, l'introduction sur le contexte de cette transition, les grands enjeux, puis une deuxième partie un petit peu plus spécifique sur des questions qui peuvent revenir assez souvent sur la transition des mobilités. Puis après, voilà, il y aura la partie de questions sur la fin. Pour démarrer, quels sont un peu cette partie de contexte pour démarrer? Comment ont évolué nos mobilités par le passé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On peut regarder cette évolution passée sur au moins 3 différentes caractéristiques de nos mobilités. Combien de trajets on fait par jour et par personne, combien de temps on passe dans les transports, ou encore combien de kilomètres on fait en moyenne par jour et par personne, ce qu'on appelle généralement la demande de transport. Et quand on regarde l'évolution de ces 3 caractéristiques par le passé, ce qui peut paraître assez surprenant, en tout cas quand on voit après les transformations extrêmement fortes qu'il y a eu par le passé dans nos mobilités, c'est que 2 de ces 3 caractéristiques sont restées relativement stables. C'est-à-dire que le nombre de trajets est resté assez stable, autour de 3-4 déplacements par jour et par personne en moyenne, en comptant qu'un aller-retour c'est compté comme 2 déplacements. Et puis les temps de transport sont restés assez stables aussi, autour de 1 heure par jour et par personne. Et donc l'autre élément qui fait le lien entre les deux, c'est-à-dire les temps de transport moyens par trajet, eh bien, sont restés assez stables aussi. Si on divise 1 heure par 3-4 déplacements, eh bien, on a environ 15 à 20 minutes par trajet. Et donc à la fois ça c'est resté à peu près constant au cours du temps, et c'est aussi un ordre de grandeur qu'on retrouve aujourd'hui dans nos mobilités entre les différents modes de transport qui vont être utilisés sur les mobilités du quotidien. Donc c'est-à-dire que la marche va être utilisée sur des durées de l'ordre de 15 à 20 minutes, le vélo aussi, les transports en commun aussi, ou encore la voiture. Par contre, ce qui est très différent entre les modes de transport que je viens d'évoquer, c'est quelle est leur vitesse. Et du coup, avec ces 15 à 20 minutes, quelle distance on va parcourir? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de 1 km ou un petit peu plus si c'est avec la marche? Ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de 10, 15, 20 km si on est avec des modes de transport plus rapides, tels que la voiture qui a pris beaucoup de place dans la mobilité? Et comme historiquement, on s'est beaucoup reporté depuis la marche vers la voiture, donc ou plus globalement vers des modes de transport beaucoup plus rapides, eh bien on a eu une accélération de la vitesse moyenne des mobilités. Donc la vitesse, c'est ce qui fait le lien entre les kilomètres et les heures, hein. Et donc on a eu une augmentation moyenne de cette vitesse, c'est une multiplication en ordre de grandeur par 10 à 12 de la vitesse moyenne de nos déplacements. Et ce qui peut paraître assez surprenant aussi, assez contre-intuitif, c'est que quand on essaie d'aller plus vite, c'est pour gagner du temps, pour passer moins de temps dans les transports quelque part. Et pour autant, sur longue période, c'est pas ce qui s'est passé, parce que comme je l'ai évoqué, on se déplace toujours de l'ordre d'1 heure par jour. On a plutôt profité de cette accélération-là pour avoir des distances plus élevées, pour accéder à un territoire beaucoup plus vaste, avec un temps de transport qui reste équivalent. Et donc notamment comme le nombre de trajets est resté assez stable, c'est que la distance moyenne de nos déplacements a été multipliée elle aussi en ordre de grandeur par 10 à 12. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre un certain nombre de tendances qu'on a eues historiquement, que ce soit à la fois sur l'aménagement du territoire, par exemple l'étalement urbain, que ce soit sur l'augmentation des distances domicile-travail pour aller faire ses achats, pour aller faire ses activités de loisirs, voir des amis, la famille, etc. Et bien ces distances-là de manière générale se sont étendues. Et puis sur les mobilités à plus longue distance aussi, c'est ça quelque part qui a rendu possible des voyages, des mobilités à beaucoup plus longue distance, avec ces modes de transport plus rapides qui permettent, avec un temps de transport qui reste relativement limité, eh bien, de pouvoir parcourir des longues distances. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur, accélération des déplacements et du coup augmentation des distances de déplacement. Si on regarde du coup de manière un peu projetée de 1800 jusqu'à quasiment aujourd'hui, jusqu'à 2017 sur ce graphique-là, on voit que pendant très longtemps, on est resté à des distances relativement limitées en moyenne. Et puis c'est vraiment à partir des années 50 qu'il y a eu cette explosion des kilomètres parcourus, essentiellement sous le fait du développement de l'usage de la voiture, de l'augmentation de la motorisation, de la multimotorisation des ménages. En gros, c'est quand les ménages ont un véhicule ou même plusieurs véhicules, multimotorisation. Et en gros, en 1950, on était à une voiture en moyenne pour 25 habitants.
Et depuis le début des années 2000, on a une voiture pour 2 habitants, voire même un petit peu plus désormais. Donc c'est ça qui a beaucoup porté à la hausse l'usage de la voiture et donc les kilomètres parcourus, parce que quand on remplace des trajets qui avant étaient avec 15 à 20 minutes de marche par 15 à 20 minutes, des trajets de 15 à 20 minutes de voiture, eh bien, il y a eu cette explosion des distances. Et donc c'est essentiellement la voiture qui a porté à la hausse ces distances, et puis sur les dernières années, c'est davantage le transport aérien, sinon sur la voiture par personne. On est à des kilométrages relativement stables finalement depuis le début des années 2000 en France. Si on regarde maintenant aujourd'hui sur les 3 caractéristiques que j'évoquais au début de la présentation, nombre de trajets, temps de transport, kilomètres parcourus, à chaque fois la voiture c'est ce qui représente de loin le principal mode de transport, de l'ordre de 2/3 de notre mobilité qui est constituée par la voiture. Devant la marche qui va être le deuxième mode de transport si on raisonne en nombre de trajets ou en temps de transport, puis ensuite par les transports en commun ferroviaires, les transports en commun routiers, puis encore devant aussi le vélo qui a une part pour l'instant qui reste assez limitée en France. Et puis si on raisonne en kilomètres parcourus, et comme j'évoquais, comme on voyait tout à l'heure sur le graphique, ça va être cette fois le transport aérien qui va être le deuxième mode de transport en France. Ensuite, en termes d'émissions de CO2, c'est la voiture qui domine également sur les mobilités et le transport aérien qui va être aussi le deuxième mode dans des proportions qui sont assez similaires. Mais par contre, sur le transport aérien, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des effets hors CO2 qui vont avoir un impact réchauffant sur le climat. C'est notamment les traînées de condensation qu'on peut voir parfois dans le ciel qui ont un effet plutôt réchauffant au global. Et puis aussi des émissions de NOx, les oxydes d'azote dans la haute atmosphère, qui vont aussi avoir d'autres transformations chimiques et qui vont elles aussi avoir plutôt des effets réchauffants. Et c'est assez difficile de comparer CO2 avec ces autres effets réchauffants, c'est pas les mêmes durées de persistance dans l'atmosphère, etc. Mais en gros, les dernières évaluations nous montrent que 2/3 des effets réchauffants du transport aérien sont des effets hors CO2. Donc si on multiplie par 3 cette seule part du CO2 qu'on a ici, eh bien on se retrouve avec une part de l'aérien dans ce qu'on peut appeler le forçage radiatif, donc dans la contribution un peu au changement climatique, au réchauffement climatique de la mobilité des voyageurs en France, qui est très loin d'être négligeable, surtout si on la compare à des niveaux de pratique qui sont assez faibles en termes de temps de transport, ou bien évidemment encore plus en termes de nombre de trajets, étant donné que ce sont des trajets assez exceptionnels, mais particulièrement lointains et du coup aussi émetteurs. Donc on voit que les 2 principaux sujets, d'un point de vue climat en tout cas, c'est à la fois la voiture et le transport aérien. Si maintenant on regarde en termes d'évolution des émissions, comment est-ce que ça a pu évoluer depuis le début des années 60, ce qu'on voit c'est qu'il y a une très forte hausse des émissions depuis 1960 jusqu'au début des années 2000. Il y a une petite baisse des émissions pendant les années 2000, ensuite des émissions relativement stables. On voit bien évidemment la chute des émissions qui est liée au Covid en 2020, le confinement, etc., restrictions de déplacement. Depuis, les émissions sont reparties à la hausse sur 2021-2022 sans forcément retrouver non plus le niveau de 2019, à la fois parce que tout le rebond post-Covid n'était pas forcément complètement terminé, et aussi très probablement aussi parce que le prix des carburants était particulièrement élevé, notamment sur cette année 2022. C'est encore le cas actuellement. Mais ce qu'on voit par contre, si maintenant je rajoute la courbe d'objectifs de la stratégie nationale bas carbone, de ce qu'il faudrait atteindre si on respectait nos objectifs climatiques, on voit qu'on est repassé au-dessus sur l'année 2022, mais surtout qu'il y a une rupture extrêmement forte qui a à faire à court terme, d'autant plus que le point 2030 qui montre déjà une courbe assez forte à court terme. On est désormais sur un objectif qui est en train d'être évalué à la hausse en termes d'ambition, donc à la baisse en termes de niveau d'émission qu'on doit atteindre en 2030, parce qu'au niveau européen, il y a le paquet Fit for 55, vous avez peut-être entendu parler de ça, une baisse de moins 55% des émissions entre 1990 et 2030, ce qui nécessite de revoir l'ambition de nos objectifs à court terme en France. Et puis, donc cette stratégie nationale bas carbone est en cours de révision actuellement, donc ça va changer un peu certaines perspectives à l'avenir par rapport à ce qui est prévu pour l'instant, mais en tout cas, dans tous les cas, à 2050, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut atteindre quasiment zéro émission directe. En gros, ça veut dire quasiment plus de pétrole consommé dans l'ensemble des transports, et notamment qu'il n'y en ait plus du tout dans les transports terrestres. Donc ça veut dire d'ici seulement 27 ans, il ne faut plus qu'il y ait une seule goutte de pétrole dans les voitures, dans les poids lourds, dans les véhicules utilitaires légers, dans les bus, les cars, les trains, les 2 roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc on voit à quel point c'est un défi qui est énorme quand on a en tête en plus toutes les inerties qui peuvent exister dans le système de transport, à la fois sur l'aménagement du territoire qui conditionne beaucoup les pratiques de mobilité, sur les infrastructures de transport qui mettent aussi du temps à être renouvelées ou adaptées à d'autres pratiques que celles qu'on a actuellement, le renouvellement des flottes de véhicules aussi,
qui prend du temps, les politiques publiques qui mettent du temps aussi à s'adapter finalement aux objectifs qu'elles se fixent à elles-mêmes, ou encore les pratiques de mobilité qui ont des fortes inerties aussi. On a des habitudes de mobilité qui sont très ancrées. On ne se demande pas chaque matin finalement quel est le mode de transport le plus pertinent, le plus écologique pour nos trajets du jour. Et du coup, ça pose des défis particulièrement importants pour faire cette transition, notamment avec des objectifs très ambitieux à court terme. Donc un enjeu bien évidemment majeur de répondre aux défis climatiques dans cette transition. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres enjeux, d'autres impacts de nos mobilités, de nos transports, d'autres impacts environnementaux, sociaux, sanitaires, etc. Et donc pour avoir une vision autant que possible globale de cette transition, il ne faut pas oublier justement ces autres impacts pour avoir autant que possible des réponses qui sont adaptées à ces différents défis, notamment le fait qu'il y a aussi des enjeux de pollution de l'air. C'est aussi une autre raison de sortir du pétrole, parce qu'une bonne partie de la pollution de l'air liée au transport est liée à cette combustion du pétrole. Il y a aussi des émissions hors échappement, en particulier pour les particules, donc, qui là ne sont plus liées au pétrole. Donc, par exemple, les émissions de particules liées à l'abrasion ou les frottements des pneus sur la chaussée, ou encore l'abrasion des freins, des plaquettes de frein. Donc là où ça pose aussi des questions en termes d'évolution des trafics routiers, si on veut aussi si on veut réduire cette pollution de l'air. Ensuite, on a des enjeux en termes de ressources. C'est aussi une autre raison finalement de sortir du pétrole. Ils sont des ressources de toute façon qui sont limitées, qu'on importe à 99%, avec tous les enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir derrière, les enjeux environnementaux, sociaux, en lien avec l'extraction de ces ressources, et puis les enjeux qu'on peut avoir économiques aussi, sociaux également, à chaque fois qu'il y a des hausses du prix des carburants en France, comme on peut le voir ces derniers mois. Voilà, tous les enjeux que ça peut poser à ce niveau-là. Et bien évidemment, en se séparant du pétrole et en allant vers d'autres types d'énergie, d'autres types de motorisation, ça pose d'autres questions de ressources, quelque part. Ces questions de ressources ne vont bien évidemment pas disparaître, notamment la question des métaux en lien avec l'électrification des véhicules, ou bien encore les ressources en biomasse, par exemple, si on veut passer une partie en biocarburant ou encore en biogaz. Ensuite, il y a aussi des enjeux en termes de consommation d'espace, avec les impacts que ça peut avoir à la fois les infrastructures, notamment routières, qui prennent beaucoup d'espace pour leur circulation, pour leur stationnement. Et donc les impacts que ça peut avoir en termes d'artificialisation des sols, en termes de fragmentation des espaces naturels. Il y a différents types d'impacts de manière générale aussi sur la biodiversité. Et puis il y a plusieurs raisons à l'avenir de notamment limiter la place de la voiture dans cette transition, à la fois pour donner plus de place à d'autres mobilités alternatives telles que la marche, le vélo, les transports en commun, qui ont besoin aussi souvent d'infrastructures dédiées pour se développer, aussi pour avoir d'autres usages de l'espace public, uniquement un espace dédié au transport, et puis aussi enfin pour pouvoir avoir davantage de végétation, à la fois pour mieux s'adapter au changement climatique, et puis c'est aussi des enjeux à la fois de santé, de qualité de vie, d'avoir davantage d'espace vert à proximité de chez soi. En termes d'enjeux aussi de qualité de vie, d'enjeux de santé, il y a également un défi en termes de pollution sonore. On connaît bien la gêne que ça peut occasionner d'avoir du bruit, mais il y a aussi des vrais enjeux sanitaires, des vrais enjeux de santé, y compris des choses sur lesquelles on ne fait pas forcément un lien logique, mais y compris avec des maladies cardiovasculaires, parce que le stress que ça peut engendrer pour le corps d'avoir des niveaux de bruit importants, ou encore les troubles du sommeil que ça peut occasionner, ont des impacts sur des maladies de ce type-là. Et 2/3 de la nuisance sonore, de la pollution sonore est liée au transport, notamment en grande partie liée au transport routier. Il y a aussi des enjeux en termes d'accidentalité, bien sûr. Il y a eu des progrès très forts de ce point de vue-là par le passé. On a une mortalité routière en France qui est de l'ordre de 6 fois moins élevée qu'au début des années 70. Pour autant, ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus vraiment de progrès sur cet aspect-là. Donc toujours des enjeux qui sont très forts, bien évidemment. Des enjeux de santé autour des questions de sédentarité, d'inactivité physique, parce que nos mobilités, comme je l'évoquais tout à l'heure, sont beaucoup passées de la marche à la voiture, donc de mobilité active vers des mobilités inactives, alors que nos corps ont besoin de bouger. De manière générale, nos modes de vie sont devenus de plus en plus inactifs, donc on a un intérêt vraiment d'un point de vue santé à retrouver des mobilités qui permettent de rebouger davantage, donc la marche, le vélo, ou bien souvent indirectement aussi les transports en commun qui peuvent occasionner aussi de la marche dans l'ensemble du trajet.
Et puis enfin, et sans forcément non plus être complètement exhaustif sur l'ensemble des défis qu'il y a à relever, il y a bien évidemment des enjeux en termes d'inégalité d'accès à la mobilité, que ce soit des inégalités sociales en fonction du revenu, inégalités territoriales, inégalités en fonction du genre, en fonction de l'âge, en fonction des capacités physiques, ou encore des compétences de mobilité à saisir de tel ou tel mode de transport. Donc ça, c'est des défis qui sont bien évidemment très importants. Heureusement, on a un certain nombre de leviers qu'on peut solliciter pour répondre à ces défis. Alors, dans un premier temps, je les présente sous l'angle du CO2, et puis je reviendrai un peu sur la fin, sur à quel point ces 5 leviers permettent ou pas de répondre aux autres défis que je viens d'évoquer. Et ces 5 leviers, en gros, ils sont cités par la stratégie nationale bas carbone pour réduire les émissions des transports. Le premier des 5 leviers, c'est de modérer la demande de transport, donc les kilomètres parcourus. Donc c'est notamment dans les mobilités du quotidien de retrouver plus de proximité dans l'évolution des modes de vie, dans l'aménagement du territoire pour pouvoir permettre de réduire ces distances. Et puis sur la plus longue distance, c'est aussi repenser le voyage pour partir moins loin ou bien moins souvent pour en tout cas les trajets les plus lointains qui sont aussi les plus émetteurs, comme je l'évoquais tout à l'heure pour le transport aérien. Ce qui rejoint un petit peu aussi le second levier. Le second levier, l'idée c'est de réduire la part de l'avion et de la voiture dans les mobilités pour développer davantage les mobilités actives comme la marche et le vélo, ou encore les transports collectifs, les bus, les cars, les différents types de trains. Ensuite, on a un troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules. Remplissage des véhicules, ce qui vaut finalement pour l'ensemble des modes de transport collectifs. Et là où il y a les principales marges de manœuvre, c'est sur la voiture, étant donné à la fois que c'est là qu'il y a des principales émissions de CO2, mais aussi que le remplissage moyen des voitures est particulièrement faible, encore plus sur les trajets du quotidien, et encore plus sur le domicile-travail, où c'est là 9 automobilistes sur 10 qui sont seuls dans leur voiture sur ce type de trajet. Donc on voit bien qu'il y a une très forte sous-optimisation quelque part sur cet aspect-là, et qu'une manière d'y répondre, donc, c'est de mieux remplir les véhicules, ou bien sinon c'est de se dire si jamais c'est pour avoir des véhicules avec seulement une personne, voire 2 à l'intérieur du véhicule, eh bien on n'a pas besoin forcément de véhicules de 5 places, 1 tonne 5, etc., comme on peut l'avoir actuellement. Et donc il peut y avoir un intérêt à développer des véhicules plus légers, plus sobres, qui permettent aussi de réduire aussi les consommations d'énergie ou plus globalement aussi de ressources pour ces véhicules-là. Il y a aussi de manière générale ce qui se raccroche à l'éco-conduite, notamment le potentiel du 110 km/h sur les autoroutes qui peut avoir un potentiel intéressant à court terme pour réduire les consommations d'énergie ou les émissions de CO2. Donc ça, c'est un peu l'ensemble des leviers de sobriété, disons, qui consistent aussi à changer les pratiques de mobilité. Et puis il y a aussi d'autres leviers plus technologiques dans cette transition, notamment ceux de réduction des consommations énergétiques des véhicules qu'on apparente à proprement parler à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire quand on fait des moteurs plus efficaces qu'il y a pu y avoir par le passé, ou bien aussi en électrifiant les véhicules. On a aussi des véhicules électriques, des moteurs électriques qui sont plus efficaces, donc ça ce sera principalement le levier un des leviers de baisse des consommations d'énergie des véhicules qui sera assez important à l'avenir. Et puis enfin, cette électrification rejoint aussi le 5e et dernier levier qui est celui de baisse de l'intensité carbone de l'énergie ou de décarbonation de l'énergie. Là, l'idée, c'est de passer du pétrole, qui est une énergie fortement carbonée, fortement émettrice de CO2, qui représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur actuellement, à des énergies moins carbonées, que ce soit l'électrique, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants ou encore les carburants de synthèse, à condition bien sûr que ces énergies-là soient produites de manière bas carbone et aussi durable que possible, ce qui est pas souvent le cas pour un certain nombre de ces vecteurs jusqu'à maintenant. Et ce qu'on peut voir en fait avec ces 5 leviers, c'est que par le passé, pour l'instant, les leviers de sobriété ont principalement joué dans le mauvais sens, quelque part. Donc, on jouait plutôt à la hausse sur les émissions, c'est-à-dire que la demande a beaucoup augmenté. Le report modal s'est beaucoup fait de la marche vers la voiture, avec les hausses de kilomètres parcourus que ça a impliqué. Le remplissage des véhicules a augmenté pour la majeure partie des modes, mais a baissé pour la voiture. Donc, on a plutôt décovoituré historiquement. Il faudra plutôt faire l'inverse à l'avenir. Et puis le poids des véhicules a beaucoup augmenté par le passé, donc majoritairement la sobriété qui a été dans le mauvais sens, la technologie plutôt dans le bon sens, essentiellement avec ces gains d'efficacité énergétique sur les moteurs, mais pour autant ça n'a pas du tout été suffisant pour faire baisser les émissions de manière suffisante, encore moins pour atteindre nos objectifs climatiques, on a vu qu'ils sont très importants en termes de rupture à court terme. Donc à l'avenir, il faudra vraiment combiner de manière beaucoup plus ambitieuse l'ensemble de ces 5 leviers. Et puis un autre élément enfin qui est intéressant avec cette équation, ces 5 leviers, c'est qu'ils peuvent être appliqués
à des échelles très différentes. Ça peut être à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle individuelle ou bien évidemment à l'échelle d'un festival. On peut revoir quelles sont les évolutions de la mobilité qu'on peut regarder en regardant combien de kilomètres vont être parcourus, et ça va presque être le facteur le plus dimensionnant en gros sur les émissions des transports d'un festival, c'est à quel point les spectateurs viennent de loin ou pas, et du coup à quel point s'ils viennent de très loin, ils viendront principalement en avion, ou bien à quel point après une grande partie ça va beaucoup dépendre aussi de la localisation du festival, à quel point beaucoup peuvent venir ou pas en transport en commun, ou voire même à pied, à vélo, si jamais on est plutôt sur un festival dans le centre de grandes villes, etc. Et puis après, bien évidemment, les autres leviers sont pertinents aussi, typiquement de mettre en place du covoiturage, ou bien après, les aspects un petit peu plus technologiques, pour le coup, il y a un petit peu moins de levier direct pour un festival, mais bon, il y a peut-être des choses à faire, par exemple, autour de l'électrification, de ce genre de choses pour favoriser certains autres usages à l'avenir. Si maintenant je reviens sur certaines questions un petit peu en particulier qui reviennent souvent, notamment sur la voiture électrique, une deuxième partie un petit peu plus sur les différentes solutions de mobilité, disons comment elles se combinent selon les besoins, et puis je reviendrai, comme je l'évoquais sur la fin, un peu au-delà du climat aussi sur les autres enjeux qui peuvent se poser, à quel point ces 5 leviers y répondent. Tout d'abord, sur la voiture électrique, on peut regarder déjà son impact d'un point de vue climatique, et on peut se demander à quel point c'est le meilleur ou le pire des véhicules, avec 2 types de réponses finalement différentes à cette question. La première, et celle qu'on évoque la plus souvent, c'est de regarder voiture électrique par rapport à la voiture thermique au pétrole, donc de faire une comparaison par type de technologie. Et là, ce qu'on voit, c'est que la voiture électrique est bien meilleure d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie. Il y a des émissions là divisées par 2,5 sur ce graphique-là, mais en gros, quand on compare la dizaine d'études qu'on a sur la France actuellement, c'est une division par 2 jusqu'à une division par 5 des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a déjà un intérêt très clair d'un point de vue climatique à aller vers la voiture électrique. C'est même indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Il n'y a pas de scénario de transition énergétique aujourd'hui qui permette d'atteindre la neutralité carbone au niveau français sans électrifier massivement, en particulier les voitures, potentiellement aussi d'autres types de véhicules ou de modes de transport. Mais donc ça va être indispensable, mais c'est aussi assez largement insuffisant, à la fois parce que surtout si c'est que divisé par 2, c'est insuffisant. Si c'est un peu plus, déjà c'est mieux. Il y a aussi un problème de timing, c'est-à-dire que ça met du temps, comme je l'évoquais tout à l'heure, à renouveler un parc de véhicules. On est aujourd'hui à peu près à 15% des ventes qui sont des véhicules électriques. Pour autant, c'est de l'ordre de 2% de l'ensemble du parc qui est électrique, parce que ça prend du temps justement au fur et à mesure de renouveler ce parc. Et puis enfin, troisième raison, c'est que en fait, si on regarde la voiture électrique, et c'est l'autre partie de la réponse, en comparaison non pas à la voiture thermique, mais en comparaison à d'autres types de véhicules ou d'autres modes de transport, donc là il y a mini-voiture électrique, vélo mobile, j'y reviendrai, vélo assistance électrique, vélo, j'aurais pu mettre bus électrique ou encore train électrique, etc. Mais en fait, dans un monde dans un monde ou dans une évolution des mobilités qui passe de plus en plus à l'électrique, eh bien la voiture reste dans les modes de transport les plus émetteurs, parce que c'est un mode de transport fortement consommateur de ressources. Donc après, bien évidemment, suivant les technologies qu'on utilise, on n'a pas les mêmes impacts en termes de consommation de ressources, d'émissions de CO2, etc. Mais quelque part, c'est un mode qui va avoir forcément des impacts environnementaux plus importants que les alternatives qui sont plus sobres d'un point de vue des consommations de ressources. Et notamment dans les potentiels qu'il y a à l'avenir, c'est aussi de passer à des types de véhicules qui sont plus sobres par rapport aux voitures qu'on a actuellement. Je l'évoquais sur le fait qu'on a bien souvent des trajets avec une seule personne à l'intérieur de véhicules de 5 places. Et donc il y a notamment un potentiel de véhicules qu'on peut appeler intermédiaire entre le vélo et la voiture. Pour les plus proches du vélo, c'est par exemple le vélo assistance électrique qu'on peut déjà mettre dans cette catégorie-là, qui permet beaucoup plus que le vélo classique d'ailleurs de remplacer la voiture. Ça convainc beaucoup plus d'anciens automobilistes que le vélo classique. Ça peut être des vélos cargo pour emporter plus facilement des charges, emporter des enfants, etc. Des vélos pliants qui permettent plus facilement de faire de l'intermodalité avec les transports en commun. J'évoquais le vélo mobile qui là est un vélo couché caréné qui est beaucoup plus efficace, qui commence à se rapprocher un tout petit peu plus de la voiture en termes de forme, qui est assez bas
Donc en termes de visibilité, il y a un peu des limites en termes de sécurité aussi. Donc il y a beaucoup plus de vélos-voitures typiquement qui se développent actuellement. Là, on commence à avoir beaucoup plus une forme de voiture, mais des véhicules qui font bien souvent moins de 100 kg, dans lesquels il y a un pédalage à l'intérieur qui va être assisté à 25-45 km/h. Et donc qui, par rapport au vélo classique, en tout cas, a des usages qui commencent à se rapprocher un petit peu plus de la voiture. On peut se dire, ça peut permettre d'étendre le domaine de pertinence du vélo que d'aller vers ce type de véhicule. Et puis sinon, si on compare par rapport à la voiture, et notamment pour ces véhicules les plus proches de la voiture, mais c'est de se dire on peut avoir en tout cas des véhicules qui sont beaucoup plus sobres d'un point de vue à la fois des impacts climatiques, mais aussi des consommations de ressources, et aussi en termes du coup de prix, d'accessibilité financière aussi, ça va être des véhicules qui vont être moins coûteux. Donc on peut avoir un potentiel, un intérêt à développer ce type de véhicule. Si maintenant on essaie de regarder quels sont les types d'alternatives les plus sobres par type de déplacement, par type de territoire, etc. Là, c'est une animation que je vais progressivement développer en regardant suivant deux axes qui vont influencer assez fortement les déplacements ou les types de solutions qu'on peut mettre en place. Un premier axe qui correspond aux distances à parcourir. Donc là, c'est une échelle qu'on dit logarithmique, disons c'est 1 km ici, 10, 100, 1000, 10 000 km. Et donc on considère généralement qu'on est sur des trajets locaux de courte distance en dessous des 80 km et qu'on est sur de la longue distance au-delà. Et puis l'autre axe, il regarde finalement à quel point les flux de déplacement sont forts ou pas. Donc on est sur des flux de déplacement, une densité de population et des flux qui est importante dans les grandes villes, en particulier dans le centre des grandes villes, et puis des flux qui vont être beaucoup plus faibles, notamment dans les zones rurales ou des zones montagneuses. Puis on peut développer un petit peu sur la longue distance aussi différents types de déplacements sur la longue distance. Et puis dans un premier temps, sur le graphique de droite, regardez aujourd'hui quels sont les modes de transport qui dominent suivant ces différents types de déplacements. Et aujourd'hui, donc, le transport aérien domine, bien évidemment, quand on est au-delà des trajets de 1000 km. La marge va dominer quand on est en dessous des 1 km, et en particulier quand on est plutôt dans les villes, là où il y a plus de flux de déplacement, une plus forte densité. J'ai mis aussi le vélo, même si aujourd'hui il domine pas vraiment sur segment de mobilité, mais c'est ça un peu son domaine de pertinence prioritaire, un peu au-delà des distances de la marche. Et puis les transports en commun sont particulièrement pertinents et déjà développés, surtout quand en tout cas il y a des flux de déplacement particulièrement élevés, donc notamment pour le transport ferroviaire, mais c'est au sein des grandes villes pour métro, tramway ou encore RER, et puis entre les plus grandes villes, les plus grandes métropoles, par exemple pour le TGV ou encore les intercités. Quand on est sur des flux de déplacement un petit peu moins élevés, c'est là où on peut plutôt passer une capacité de transport un peu moins élevée avec des bus ou encore des cars. Et puis finalement, tout ce qui reste sur ce graphique, eh bien aujourd'hui, c'est la voiture qui domine. Dès qu'on est en gros au-delà des distances de 1 km, en dessous des 1000 km, et qu'on est sur des flux de déplacement qui ne sont pas suffisants quelque part pour avoir déjà développé des transports en commun efficaces aujourd'hui. Donc si jamais à l'avenir, on veut faire cette transition vers des mobilités beaucoup plus sobres, il va falloir réduire, comme j'évoquais au début, la part du transport aérien, la part de la voiture, et donc voir quelles sont les alternatives qu'on peut mettre sur ces différents types de flux de déplacement. Et donc sur le transport aérien, quelque part, il n'y a pas d'alternative sobre qui existe et qui permettent de rendre les mêmes services que ce que permet le transport aérien actuellement, c'est-à-dire par exemple de partir à l'autre bout du monde pour une semaine, il n'y a pas d'autres modes qui permettent ça, pas d'autres modes de manière sobre notamment. Donc ça veut dire, ça doit questionner quelle est l'évolution aussi des voyages, des imaginaires qu'on y associe, à quelle distance on part pour nos déplacements, ou à quel point on fait souvent des voyages à longue distance. Ensuite, pour la voiture, son cœur de domaine de pertinence, finalement, dans un système de mobilité durable, ça ne veut pas dire la voiture disparaît, mais ça veut dire qu'elle doit être mise un peu à sa juste place, et sa juste place, c'est là où est son cœur de domaine de pertinence, c'est quand la voiture peut être partagée, covoiturée, c'est là qu'elle a sa pertinence. Quand les flux de déplacement sont inférieurs à ceux des transports en commun qu'on peut voir se développer à l'avenir, et il y a encore du potentiel pour les développer, mais quand les flux ne sont pas suffisants, potentiellement ça peut être justement une voiture, mais qui doit être autant que possible partagée si on veut que ce soit pertinent. Ensuite, sur les mobilités de plus courte distance, on peut davantage développer la marche par rapport à aujourd'hui, encore plus développer le vélo, parce que quand on se compare aux Pays-Bas, ils ont une pratique du vélo qui est 10 fois plus élevée qu'en France, donc ça montre à quel point on a des marges de manœuvre particulièrement élevées, d'autant plus qu'on n'a pas que le vélo classique, comme j'évoquais, on a aussi le vélo assistance électrique, des vélos cargo, etc., qui peuvent aussi étendre ces usages. Et puis, en fait, c'est quand les distances deviennent trop importantes pour le vélo, ou même pour le vélo assistance électrique, qu'il peut y avoir un intérêt, notamment dans les zones où les flux de déplacement sont particulièrement faibles, où ça peut être difficile même de mettre en place du covoiturage ou qu'on a du mal à le développer. Eh bien, c'est particulièrement dans ces zones-là
que les fameux véhicules intermédiaires que j'évoquais tout à l'heure, quoi, les autres, et qui commencent à se rapprocher un petit peu plus de la voiture, peuvent être particulièrement pertinents, justement pour remplacer la voiture là où elle est prédominante, mais où bien souvent c'est de la voiture individuelle qui est utilisée, donc notamment dans des zones rurales, dans des zones où finalement il y a peu de mobilité partagée, mais pour autant on n'a pas forcément besoin de véhicules d'une tonne, une tonne 5 comme bien souvent aujourd'hui. Et puis après, sur la plus longue distance, et quand on n'a pas accès à des transports en commun, eh bien l'idée, c'est aussi de pouvoir développer ponctuellement, d'avoir accès à une voiture ponctuellement avec de l'autopartage, en particulier pour les personnes qui n'ont pas de voiture au quotidien, parce qu'ils utilisent la marche, le vélo, les transports en commun, ou encore des véhicules intermédiaires qui ne sont plus vraiment adaptés pour des longues distances, parce qu'ils ont une autonomie qui est assez limitée. Et bien là, de l'autopartage, justement, peut être particulièrement pertinent. Ça peut être aussi des usages ponctuels du quotidien. Et puis, enfin, dernier élément, c'est de faire de l'intermodalité pour permettre autant que possible de rejoindre des transports en commun sur la longue distance, donc que ce soit avec du vélo pliant, du stationnement en gare ou encore d'autres modes de transport, si ça permet sur ces plus longues distances, voilà, d'utiliser des transports en commun plus efficaces. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en tout cas pour remplacer notamment la voiture individuelle qui est aujourd'hui dominante, il n'y a pas de solution magique qui répond à tout. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe un bouquet d'offres de mobilité durable qui soit assez varié finalement pour répondre aux différents types de besoins qui diffèrent selon les personnes, mais qui diffèrent aussi selon les types de trajets que chacune on peut avoir à faire au quotidien ou pour des mobilités de plus longue distance. Et puis enfin, dernier élément pour remettre un petit peu de perspective au-delà des enjeux climat. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce tableau. L'idée de ce tableau, c'est de regarder sur les 5 différents leviers que j'ai évoqués: modération des kilomètres parcourus, report modal, amélioration du remplissage, baisse des consommations d'énergie des véhicules et décarbonation de l'énergie, à quel point ces 5 différents leviers, qu'on peut solliciter du coup pour le climat, à quel point ils permettent de répondre aux autres enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, donc aussi aux enjeux de pollution de l'air, aux enjeux de consommation de ressources, notamment en métaux, de pollution sonore, de consommation d'espace, d'accidentalité, de sédentarité, etc. Et ce qu'on voit globalement dans le tableau, et c'est un peu la bonne nouvelle quand même de la transition, c'est que plus globalement, il y a beaucoup plus de vert que de orange, c'est-à-dire beaucoup plus de co-bénéfices à faire cette transition climatique sur ces autres enjeux que de nouveaux impacts à solliciter ces leviers. Et si on regarde en particulier sur les 2 dernières colonnes, la différence que j'évoquais au début entre levier plutôt de sobriété et levier plutôt technologique, eh bien, c'est qu'on a beaucoup plus de co-bénéfices sur les leviers de sobriété, pour l'instant qu'on a beaucoup moins sollicité, que sur les leviers technologiques qui ont tendance à être beaucoup mis en avant et pas assez ceux de sobriété. Et si je fais juste une illustration entre 2 manières finalement de faire cette transition depuis les véhicules thermiques, depuis les voitures thermiques, la vision un peu technique, technologique de cette transition, c'est de dire on va remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, et à ce moment-là on y gagne sur le climat comme je l'évoquais tout à l'heure, on y gagne aussi sur la pollution de l'air parce qu'on supprime les émissions à l'échappement, il reste d'autres émissions, on y gagne aussi sur la pollution sonore sans supprimer non plus toutes les sources de bruit, on y gagne sur le fait de sortir du pétrole, en tout cas au moins à l'usage. Par contre, il y a un certain nombre d'autres enjeux sur lesquels on n'y gagne pas, que ce soit sur la consommation d'espace, sur l'accidentalité ou encore l'inactivité physique. Ça revient au même que ce soit une voiture thermique ou une voiture électrique. Et puis là où il y a des nouveaux enjeux, c'est en particulier sur les consommations de ressources et notamment de métaux, alors qu'il n'y a pas un enjeu nouveau pour les voitures. Une voiture thermique, c'est déjà plus d'une tonne de métaux, donc c'est loin d'être négligeable. Mais là où il y a des nouveaux enjeux, c'est que c'est souvent des métaux assez critiques pour les batteries des véhicules électriques. Et puis, si on regarde plutôt la version sobriété de cette transition des voitures thermiques, de se tourner vers le vélo ou autant que possible des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, plus proche du vélo si on veut plus de co-bénéfices, eh bien on voit là qu'on a affaire à des véhicules qui sont à la fois peu émetteurs de CO2, peu consommateurs de ressources ou encore d'énergie, aussi beaucoup moins consommateurs d'espace, à la fois pour leur circulation, pour leur stationnement, qui vont avoir une pollution de l'air, une pollution sonore quasiment négligeable à l'usage, et qui vont avoir aussi des dépenses beaucoup moins élevées, donc aussi un potentiel pour réduire finalement les inégalités, notamment sociales, d'accès à la mobilité, et puis un bénéfice particulièrement intéressant en termes de santé lié à l'activité physique comme j'évoquais. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en tout cas on a un grand intérêt aussi à solliciter davantage les leviers de sobriété à l'avenir si on veut plus globalement réussir à répondre aux différents défis que j'évoquais, à la fois les défis climatiques, mais aussi les autres enjeux environnementaux qu'il peut y avoir, les autres enjeux sociaux, sanitaires ou en termes de qualité de vie qu'il y a autour de la mobilité, de sa transition. Et je m'arrête ici juste en affichant les différents enseignements ou éléments évoqués dans la présentation. Et je vous laisse la parole maintenant, après 4 minutes de retard.
Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation limpide. Il y avait beaucoup d'informations, c'est extrêmement précieux comme présentation. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre 10 minutes de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main. Merci du coup pour la présentation. Juste une petite question sur les petits véhicules électriques. Est-ce qu'il y a des études qui sont menées sur le fait que ça pourrait remplacer d'autres usages autres que la voiture, qui seraient potentiellement des mobilités encore plus décarbonées pour, par exemple, je sais pas, des petits deux roues qui pourraient être électriques potentiellement. Enfin, est-ce que c'est... Je suis pas sûr de comprendre la question. Du coup, Est-ce que par exemple les petites voitures, je pense Ouais. aux petites Citroën, Citroën Ami par exemple, et les Ok. risques d'effet rebond, en gros, c'est un peu ça la question. ouais, ou c'est- d'effets rebonds et des gens qui auraient pas qui voient pas ça comme un remplacement d'une voiture, mais comme un remplacement d'un autre mode de transport qui pourrait être encore plus léger, je veux dire. Alors, il y a peu d'études pour l'instant sur les véhicules intermédiaires. C'est un sujet qui est globalement assez nouveau. Et en effet, leur potentiel, c'est vraiment en remplacement de la voiture. Si on veut qu'il y ait un intérêt environnemental, il faut du coup que les politiques publiques orientent les choses dans ce sens-là. Par exemple, aujourd'hui, la Citroën Ami est accessible dès 14 ans en France. C'est des fois 16 ans, voire 18 ans dans d'autres pays voisins. Donc ça, c'est quelque part une façon de favoriser l'effet rebond. Donc ça veut dire que les politiques publiques ont un rôle à jouer qui est important là-dessus. Ces effets rebonds, ils existent. En gros, quelle que soit la solution de mobilité qu'on met en place, potentiellement, il y a des gens qui vont arriver de différents modes de transport, etc. Parce que voilà, ça peut répondre à différents types de besoins. Sur les véhicules intermédiaires, la grande hypothèse que je fais ou qu'on fait finalement les personnes qui essaient de mettre en avant ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour la transition que de risques d'effet rebond, dans le sens où la mobilité est tellement structurée aujourd'hui autour de la voiture qu'il y a un potentiel d'aller chercher des personnes qui aujourd'hui sont dans les voitures beaucoup plus important que finalement des personnes qui aujourd'hui sont dans des modes de transport plus vertueux. Donc après, il y a à la fois cet élément-là, et il y a aussi le fait que vraiment, le phénomène des amis des 14 ans, on est vraiment sur le pire des effets rebonds possibles, parce qu'en gros, on va chercher une des rares tranches de la population qui n'est pas motorisée aujourd'hui. Sinon, les autres tranches de la population sont très majoritairement motorisées, et en plus, on l'applique au pire des véhicules intermédiaires en termes d'impact, quelque part, le plus proche de la voiture. Donc après, sur d'autres types de véhicules intermédiaires, finalement, si c'est des personnes qui avant utilisaient un vélo classique, utilisent un vélo assistance électrique, par exemple, pour moi, il n'y a aucun problème à ça, parce qu'en plus, c'est pareil, il n'y a aucun problème à ça, sinon je vais me faire taxer de favoriser un peu plus de consommation de batterie, etc. Mais ce qu'on voit dans les usages, c'est que même des personnes qui passent du vélo classique au vélo assistance électrique, ils feront plus facilement des trajets un petit peu plus longs avec ces vélos-là, etc. Et que les consommations de batterie sont tellement faibles, que je vais pas montrer le graphique, mais par rapport aux voitures, à celle des voitures électriques, que c'est pas là, pour moi, qu'il y a le principal type d'enjeu. Donc c'est vraiment, il faut limiter les effets rebonds. Voilà, réfléchir à la fois en termes de catégories d'usagers que ça pourrait toucher, et puis les types de véhicules que ça pourrait toucher, où les effets rebonds seront plus ou moins importants et plus ou moins dommageables selon ce que ça vient solliciter, disons. Il y a, sur la production de voiturettes, il n'y a pas un problème à partir du moment où pour une voiturette on va mettre une personne dedans, alors qu'une voiture on peut en mettre 4 ou 5. Il va falloir produire beaucoup de voiturettes. En gros, c'est plus qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a énormément de personnes seules dans une voiture de 5 places. Et du coup, c'est ce potentiel-là qu'il faut aller chercher. Et en gros, si je donne juste un ordre de grandeur de ce potentiel, si on essaie de regarder un peu le potentiel des voiturettes ou des mini-voitures, on peut se dire que les deux cibles un peu prioritaires, c'est à la fois les ménages qui ont plusieurs véhicules. Donc en France, c'est 35% des ménages qui ont plusieurs véhicules, et c'est notamment 50% dans les zones rurales. On peut se dire au moins le deuxième ou le premier véhicule, selon comment on voit les choses. On n'a pas besoin que ce soit un véhicule qui soit dimensionné pour faire partir la famille en vacances. Et en gros, aujourd'hui, quasiment toutes les voitures sont dimensionnées comme telles, alors qu'il y a plein de personnes qui utilisent des voitures qui sont seules dedans parce qu'en fait, il y a deux voitures dans le ménage, ou aussi des personnes qui ont une voiture et qui sont des ménages d'une seule personne. Donc ça, et en gros, quand on cumule ces deux types d'usage un peu prioritaire pour des véhicules avec une place ou deux places, bien souvent c'est même deux places à l'intérieur du véhicule, et ben en gros on a la moitié du parc de voitures qui théoriquement, ou en disant c'est un peu le sorte de potentiel rien qu'avec ces deux usages, qui pourrait être remplacé par des véhicules beaucoup plus légers avec moins de place à l'intérieur. Donc le potentiel en tout cas est déjà assez énorme quand on regarde ça. Et après, en gros, ça remplacera pas tout, et du coup, une famille de 5 personnes qui aujourd'hui aurait une seule voiture n'aurait pas intérêt à acheter
5, quoi. De toute façon, il y a sûrement des enfants mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et globalement, il y a des possibilités d'effet rebond, à la fois en gros sur le nombre de véhicules éventuellement produits, est-ce que ça va s'additionner, éventuellement en termes de kilomètres parcourus, est-ce que ça remplacera d'autres modes, mais au global, très franchement, les risques sont a priori beaucoup moins importants qu'en tout cas les opportunités si on saisit bien de ce type de sujet. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur les leviers que nous pouvions avoir sur les constructeurs, parce que j'ai pu discuter la semaine dernière avec une amie qui travaille dans une marque d'automobile qui m'informait que les constructeurs qui étaient partis à la base sur des petites voitures électriques ont été incités, on va dire comme ça, à les faire grossir, grandir, et donc beaucoup plus lourdes, parce que il y avait une demande en particulier masculine. Voilà, j'assume ces propos, pour avoir des voitures plus importantes et plus imposantes. Voilà, je trouve que c'est dommage. Oui, alors en effet, en gros, le marché est très mal structuré, c'est-à-dire que les incitations pour les constructeurs sont mal foutues là-dessus. C'est qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt financièrement, en tout cas au moins à court terme, d'aller vers des véhicules plus gros, plus lourds, davantage de SUV, plus haut de gamme, etc., sur lesquels ils font plus de marge. Et du coup, quelque part, comme le marché est structuré comme ça, ils ont presque raison d'aller dans ce sens-là, si jamais ils raisonnent que sur l'aspect financier, et globalement, ils raisonnent essentiellement là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre les incitations, quoi, en gros, ce qu'ont intérêt à faire les constructeurs, et l'intérêt collectif. Donc ça veut dire que dans ce genre d'environnement, c'est aux politiques publiques de changer les incitations ou de mettre des contraintes différentes pour que les constructeurs n'aient pas cet intérêt-là à aller vers des véhicules qui sont défavorables d'un point de vue collectif. Et en gros, le problème, c'est que aujourd'hui, de manière générale, c'est ce que j'évoquais, on a des leviers plus technologiques, d'autres plus de sobriété. Les politiques publiques misent énormément sur la technologie et quasiment pas sur la sobriété. On le voit à différents niveaux. Et on le voit notamment au niveau européen. Au niveau européen, il y a afin de vendre des véhicules thermiques à l'horizon 2035, quoi, pour les voitures, pour les véhicules utilitaires légers. Donc sur le volet technologique, quelque part, ils ont été très franchement assez ambitieux. Il fallait contrer aussi les lobbies et tout ça qu'il y avait sur ce volet-là pour imposer ça. Par contre, ils n'ont pas du tout mis d'équivalent sur la sobriété. Il n'y a pas du tout de niveau de contrainte ou d'incitation aussi forte sur la sobriété. Et c'est vraiment ce qui manque actuellement, à la fois sur le marché de l'automobile, mais aussi plus globalement dans nos mobilités. Parce que même, ça ne suffira pas juste de passer à des véhicules moins impactants, à des petites voitures ou même en partie des voiturettes, des mini-voitures. Ça peut être une partie de la solution, mais il faut réussir à bien la cibler là où c'est pertinent si on veut justement pas avoir ces effets rebonds. Puis il y a d'autres endroits où il y a d'autres modes qui sont bien plus pertinents. Et donc, c'est l'ensemble de la mobilité qu'il faut faire évoluer vers plus de sobriété. Et là-dessus, il y a beaucoup trop de manque d'un point de vue des politiques publiques. Et juste sur le marché des voitures, il y a un peu une contre-tendance quand même un petit peu sur les mini-voitures, les voiturettes, etc., un peu en contre-tendance à cette hausse de gabarit des véhicules. Et sur les véhicules électriques, on commence à voir quand même de plus en plus des constructeurs qui annoncent des véhicules électriques un petit peu plus accessibles, du coup un petit peu plus sobres aussi. Forcément, faut passer un minimum par là. Donc, il commence à y avoir des voitures électriques qui vont être un petit peu plus abordables, un peu plus sobres, mais ça tarde à arriver. Et quelque part, eux, ils ont quand même tendance à pousser et financièrement avoir un intérêt aux véhicules plus lourds. Et donc, pour ça, il faut changer les règles. Est-ce que la stratégie nationale bas carbone, du coup, quand tu disais en 2050 plus de pétrole au niveau de la mobilité, est-ce que c'était vraiment sur le fait de faire rouler les véhicules sans pétrole, ou est-ce qu'aussi on envisage de plus du tout utiliser de pétrole même pour les produire ? Bonne question. En gros, dans la stratégie nationale bas carbone, ce qui est compté dans les émissions des transports, et c'est un peu le biais initial et pourquoi la courbe arrive quasiment à zéro, c'est qu'on compte dans les émissions des transports que les émissions directes à l'usage. Donc après, il y a ce qu'il faut. En gros, c'est le plus gros des émissions aujourd'hui dans les transports. Mais plus on va aller vers des véhicules qui sont du coup zéro émission à l'usage, mais qui ne le sont pas du tout quand on regarde de manière plus générale, plus ça va demander de regarder justement en analyse de cycle de vie, comme je le montrais après par exemple sur la voiture électrique, où on voit que sur la voiture électrique, les plus gros impacts, c'est la production du véhicule. Et là, du coup,
ça dépend un petit peu finalement où est-ce que sont produits les véhicules, d'où viennent les matières premières, etc. Mais il y a au moins une partie où ça ne va pas se séparer du pétrole avant un temps, parce que aujourd'hui les consommations de pétrole, c'est surtout sur l'extraction des métaux. Ça va mettre du temps de décarboner cette partie-là. Alors il peut y avoir des gros engins électriques, peut-être à hydrogène dans certaines mines, etc. Mais là on est vraiment au début de la transition. Et après, comme c'est beaucoup d'éléments qui sont importés dans la stratégie nationale bas carbone, quelque part, il n'y a que les émissions sur le territoire français. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des émissions, si on atteint la neutralité carbone en France sur le territoire, potentiellement, mais il en restera beaucoup pour des extractions de métaux ou des produits qu'on pourrait importer. Donc ça demande de solliciter un peu d'autres leviers si on veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de pétrole aussi dans ce qu'on importe. Mais après, voilà, pour le coup, sur les métaux, ça veut dire importer moins de métaux, quoi, si on veut qu'il y ait moins de consommation de pétrole autour de ça, parce que voilà, je ne pense pas qu'en 2050, la production des métaux ailleurs dans le monde sera complètement décarbonée, quoi. Et la dernière question. Allez, au plus proche. Une remarque rapide et 2 questions du coup. Ouais, je triche. La remarque rapide, au-delà de merci parce que le travail est d'une utilité dingue, donc merci beaucoup pour ce travail. Remarque, c'est au niveau des festivals, l'explosion du nombre de festivals, 7200, plus de 7000 aujourd'hui, a permis une régionalisation des publics. On le voit par exemple sur l'archétype des Eurockéennes de Belfort, où les publics venaient de très loin et ils viennent de moins en moins loin parce qu'il y a des festivals plus répartis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les 2 questions, une question Amish, une question technosolutionniste. La question Amish, j'aimais beaucoup dans la thèse, tu parlais de l'hypomobilité et comment au XVIIIe siècle ça s'était y compris accéléré la vitesse dans l'hypomobilité, à quel point ça pourrait revenir, des formes d'hypomobilité, est-ce que c'est crédible ou pas du tout. Et puis la mobilité à cheval, donc mobilité attelée, voilà. Et puis ça c'est la question Amish. Et la question technosolutionniste, les navettes trains autonomes pour relancer le ferroviaire en zone peu dense, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Alors sur la question Amish, du coup, sur le cheval, j'ai tendance à pas énormément y croire, ou en tout cas je pense que c'est quand même un mode de transport où, disons, en tout cas ça consomme quand même pas mal de ressources pour une vitesse qui est quand même assez faible aujourd'hui comparée à ce qu'on a. Du coup j'ai tendance à penser que limite sur ces vitesses-là on a d'autres modes qui sont plus efficaces. En limite le vélo va plus vite que le cheval avec une efficacité énergétique ou de consommation de ressources bien meilleure. Ou d'autres types de transports collectifs. Je pense qu'il peut y avoir des intérêts assez locaux ou en termes de pédagogie, etc. Je pense qu'il y a des choses assez positives là-dessus. De là à ce que ça représente un potentiel de décarbonation un peu important, je ne pense pas trop. Parce qu'après, en tout cas, il faut que ça s'applique à des déplacements quelque part de courte distance, comme la vitesse est assez limitée. Et à ce moment-là, l'ensemble des émissions qui sont plutôt sur de la courte distance aujourd'hui est assez faible. Il y a beaucoup de trajets de courte distance, mais qui représentent donc une part des trajets qui est importante, mais une part des kilomètres parcourus qui est beaucoup plus faible, comme ce sont des trajets assez courts, et par contre les émissions sont plutôt sur les trajets les plus longs. Et après sur les trains autonomes, je pense, alors peut-être que ça peut être une aide. En gros, il y a un peu deux types de sujets, à quel point ça va arriver vite, est-ce que ça va se développer. On peut se dire que sur le train, c'est plus facile à mettre en place que sur les routes. Sur les routes, j'ai quand même beaucoup de doutes sur le sujet. Sur le train, ça pourrait être une aide. On pourrait se dire que ça permet d'économiser certains coûts de main-d'œuvre, disons. Après, est-ce que c'est un potentiel très important? Je ne pense pas que ça change globalement l'équation du transport ferroviaire en France, parce que si c'est plutôt sur des petites lignes, voilà, ça va s'adresser à une part du trafic qui est en tout cas assez limitée dans ce qu'on a aujourd'hui. Après, potentiellement, ça peut être intéressant si ça fonctionne. Pourquoi pas si ça permet de baisser le coût du train et du coup de faciliter son usage. Mais bon, voilà, il y a d'autres questions derrière tout ça, mais en version courte, voilà. Merci Aurélien. Vous trouverez d'autres informations dans son livre Voiture Fake or Not, publié aux éditions Tana. Merci beaucoup Aurélien.